السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Le générateur ou alternateur produit l'énergie électrique du véhicule. Examinons une machine électrique simplifiée pour mieux comprendre son principe de fonctionnement. Un champ magnétique se forme à la verticale de cet élément permanent, entre ses pôles nord et sud. Prenons un conducteur qui évolue dans un champ magnétique. Il produit une tension. Ce phénomène est appelé induction. Remplaçons ce conducteur situé dans le champ magnétique par une boucle conductrice tournante pour mesurer la tension au niveau des raccords. La tension produite n'est pas constante, mais change de sens à chaque tour. C'est une tension alternative sinusoïdale. Mettons deux bagues collectrices dans l'axe de rotation pour exploiter cette tension. Le contact est établi par deux balais maintenus contre les bagues collectrices par un ressort. Une boucle conductrice isolée ne peut pas générer une tension importante. On réunit donc plusieurs boucles dans un enroulement. La tension augmente avec le nombre de spires. Nous connaissons maintenant le principe du générateur, mais ce dernier produit une tension alternative. Or, un véhicule nécessite une tension continue de l'ordre de 14,5 volts. Cela signifie que cette tension alternative doit être convertie en une tension continue, c'est-à-dire redressée. Voici le principe de base d'un générateur. Une boucle conductrice tourne dans un champ magnétique. La tension alternative induite est prélevée par les deux bagues collectrices. Le collecteur de courant est transformé pour obtenir une tension continue. Il ne reste plus qu'une bague collectrice divisée en deux parties. Les balais sont l'un en face de l'autre. Si la boucle conductrice tourne, les raccords s'inversent à chaque demi-tour. Ce collecteur de courant est donc appelé commutateur ou plus simplement collecteur. La demi-onde négative remonte dans la plage de tension positive sous l'effet de la commutation. Tel est le principe de base du redressement mécanique. La commutation produit une tension continue pulsée. La tension de 14,5 volts souhaitée n'est toutefois atteinte que durant un court instant avec ce type de structure, c'est-à-dire lorsque la boucle conductrice forme un angle optimal par rapport au champ magnétique. Insérons une autre boucle conductrice dans le rotor pour obtenir une tension continue plus adéquate. Le collecteur se fait alors plus complexe et se compose alors de 4 pièces différentes. La tension induite au niveau de la deuxième boucle est en décalage de phase. La boucle conductrice supplémentaire entraînant des commutations plus fréquentes, la courbe de tension relevée au niveau du collecteur se rapproche davantage d'une tension continue. En langage de spécialiste, on dit que l'ondulation de la tension diminue. Le rotor des générateurs à courant continu actuels comporte plusieurs dizaines de boucles conductrices. La tension de sortie présente donc une ondulation infime. L'alternateur à courant continu est rarement utilisé de nos jours dans l'automobile du fait de ses inconvénients. Lorsque le moteur est au ralenti, on tourne à faible régime, la tension produite est insuffisante pour pouvoir charger la batterie.
cet alternateur ne génère assez de tension pour charger la batterie et alimenter le reste de l'équipement électrique que lorsque le régime est élevé. La bobine d'induit qui produit la tension est située dans le rotor tournant. La tension est acheminée à l'extérieur par des balais. Les courants élevés et les étincelles qui se forment au niveau du commutateur usent rapidement tant les balais que le collecteur. Les alternateurs actuels nécessitent peu d'entretien et chargent la batterie dès le stade du ralenti. Leur fonctionnement est dérivé de celui de l'alternateur à courant continu. Le champ d'excitation fixe est situé dans le stator. Le rotor de cet alternateur à courant continu contient des boucles conductrices. La tension alternative est produite par les interactions entre le champ d'excitation fixe et les boucles tournantes. Le redressement est effectué par le collecteur, lequel est associé au balai. Les pièces fixes et tournantes sont inversées par rapport aux alternateurs à courant alternatif. L'aimant est fixé sur l'arbre du rotor et les boucles conductrices situées dans le stator. Lorsque l'aimant tourne, une tension alternative se forme dans la boucle conductrice. Les machines qui comportent un aimant rotatif produisent un champ magnétique tournant, d'où leur appellation à champ tournant. L'aimant rotatif est un électroaimant alimenté par deux bagues collectrices. Le courant qui transite par les balais est faible si on le compare à celui qui traverse le collecteur de l'alternateur à courant continu. L'usure est donc moindre. Comme la boucle conductrice est fixée sur le stator, la tension produite peut être directement collectée à la sortie de la boucle. Il n'y a donc pas besoin de balai. Si l'on place une boucle conductrice dans le stator, on obtient une tension alternative monophasée. Mais si l'on répartit 3 boucles conductrices sur la circonférence du stator, on obtient un courant alternatif triphasé. Le collecteur disparaissant, la tension alternative produite doit être redressée en utilisant un autre procédé. Il est fait appel à des diodes semi-conductrices. Prenons un modèle simplifié pour examiner la structure et le fonctionnement d'un alternateur automobile. Ici, le carter de l'alternateur, le stator. Le rotor renferme un aimant. Le stator comporte 3 épanouissements polaires équitablement répartis sur son pourtour, c'est-à-dire situés à 120 degrés les uns des autres. Chaque pôle comporte un ensemble d'enroulements avec de très nombreuses spires. Chacun des ensembles d'enroulements génère une tension alternative disponible au niveau de sa sortie. Les 3 enroulements produisent 3 tensions alternatives. Les 3 courbes de tension afférentes présentent un décalage de phase de 120 degrés. Cet alternateur utilise donc le principe du champ magnétique tournant. Ces 3 courants alternatifs à décalage de phase forment ensemble un courant triphasé. La tension triphasée produite par les 3 enroulements de l'alternateur doit ensuite être convertie en une tension continue. Les 3 enroulements sont montés en étoile, de sorte que l'ensemble d'enroulements ne comporte plus que 3 raccords. Un redresseur pleine onde est relié à chacun de ces raccords. Le redresseur ainsi constitué comprend donc 6 diodes au total. La tension continue à sa sortie ne présente qu'une très faible ondulation. Cette tension continue sert à charger la batterie et à alimenter les autres consommateurs du réseau de bord. Le schéma de cet alternateur est encore incomplet. Il manque l'électroaimant tournant ou enroulement d'excitation. Un circuit en série, composé du contacteur d'allumage et d'un voyant dans le combiné d'instruments, alimente l'enroulement lorsque le véhicule est à l'arrêt.
Le voyant s'allume lorsque l'allumage est sous tension. Le moteur peut alors démarrer. L'alternateur est entraîné par le moteur au cours d'une phase de pré-excitation. L'alternateur comporte 3 autres diodes d'excitation pour que le courant de l'enroulement d'excitation cesse de transiter par le contact démarreur lorsque le moteur tourne. L'enroulement d'excitation est initialement alimenté par le contact démarreur. Cette tension d'alimentation n'est plus nécessaire lorsque le moteur tourne, puisqu'une partie de la tension de l'alternateur est directement restituée à l'enroulement d'excitation par le biais des diodes. À ce moment-là, le voyant s'éteint. Il manque encore un composant fondamental de l'alternateur, le régulateur. La tension produite par les enroulements triphasés augmente avec le régime. Elle risquerait d'endommager des composants du réseau de bord à très haut régime. Le régulateur maintient la tension produite par l'alternateur à une valeur d'environ 14,8 volts. Pour ce faire, il surveille la tension relayée par les diodes d'excitation. À haut régime, lorsque la tension produite est élevée, il réduit l'intensité au niveau de l'enroulement d'excitation. Le champ magnétique tournant faiblit et la tension baisse. À bas régime, la tension produite est faible. Dans ce cas, le régulateur fait en sorte que l'intensité du courant de l'enroulement d'excitation augmente, de manière à générer les 14,8 volts requis. Avec les alternateurs ancienne génération, la régulation était mécanique, mais les régulateurs mécaniques s'usaient. Le circuit électronique des régulateurs actuels est sans entretien. Examinons l'intérieur d'un alternateur. Le carter ou stator se compose de 2 moitiés qui sont vissées l'une à l'autre. Le stator renferme les 3 ensembles d'enroulements générateurs de tension. L'enroulement d'excitation de l'électroaimant tournant est situé sur un axe à roulement à billes. Les 2 pôles de l'aimant sont agencés de telle sorte sur le pourtour du rotor qu'ils s'engrainent alternativement à la manière de griffes. C'est de là que ce rotor tire d'ailleurs son nom de rotor à pôle à griffes. L'enroulement d'excitation du rotor est alimenté par le biais des bagues collectrices et des balais. Le courant qui traverse l'enroulement est géré par un régulateur, de sorte que la tension produite soit constamment de 14,8 volts. Ce régulateur n'est dorénavant plus électromécanique, mais électronique. Il est donc quasiment inusable. Les diodes de puissance du redresseur sont emmanchées dans le refroidisseur. C'est là que les tensions alternatives produites par les enroulements du stator sont redressées par voie électronique. Le collecteur mécanique de l'alternateur à courant continu n'est ici pas nécessaire. La tension continue est prélevée au niveau de ce connecteur. C'est là que se trouve aussi le raccord qui alimente l'enroulement d'excitation à l'arrêt par le biais du contacteur d'allumage. L'alternateur et les diodes de puissance sont refroidis par le ventilateur de l'axe du rotor. Une pomme, un clou en cuivre et un clou en fer. Voilà qui n'a strictement rien à voir de prime abord avec une batterie de traction. Mais il existe un point commun. Si l'on plante ces clous dans une pomme, les phénomènes qui se produisent sont similaires à ceux d'une batterie. Si l'on raccorde un petit consommateur électrique à ces clous, il se produit un flux de courant suffisant pour une alimentation électrique basse tension. Ce phénomène est issu d'une synergie entre des processus électriques et chimiques. Le fer et le cuivre sont de bons conducteurs. Les électrons du clou en fer se détachent plus facilement que ceux du clou en cuivre. Le flux de courant se forme sous l'effet de l'acide contenu dans la pomme qui détache les électrons du clou en fer pour les transporter vers la cathode en cuivre.
aucune réaction chimique ne saurait se produire entre différents métaux s'ils ne sont pas reliés entre eux. Il n'en va pas de même si les métaux sont situés dans un liquide conducteur appelé électrolyte. Il se produit alors une réaction chimique entre les métaux et les porteurs de charge mobiles de l'électrolyte. Cette réaction décale l'équilibre des charges de l'ensemble. Une tension électrique est alors présente au niveau des métaux. Sa grandeur est fonction des métaux mis en œuvre. La source de tension ainsi constituée est appelée élément galvanique ou encore chaîne galvanique. Si on y raccorde un consommateur, celui-ci y prélève du courant. L'un des métaux s'électrolyse alors, c'est-à-dire que ses atomes se dissolvent dans l'électrolyte. Ce procédé est aussi appelé corrosion électrochimique. Les métaux communs comme l'aluminium, le zinc, le fer ou le plomb sont prompts à s'électrolyser, contrairement aux métaux rares tels que le cuivre, l'argent et l'or. La différence de potentiel d'un élément galvanique est fonction des matériaux sélectionnés dans l'échelle des métaux. Plus les métaux sont éloignés dans l'échelle, et plus elle est importante. Cette échelle des métaux est appelée série de tension électrochimique. Dans une batterie, ce sont les processus chimiques de l'élément galvanique qui produisent du courant. Si l'on raccorde une source de tension à l'élément galvanique, les processus chimiques s'inversent. L'élément se charge alors en énergie électrique. Utilisez les boutons pour obtenir de plus amples informations sur les électrolytes et la série de tension. Une pile ou batterie désigne une cellule qui emmagasine de l'énergie via un procédé électrochimique. Ces réservoirs d'énergie se déclinent dans la pratique en deux types. Une cellule primaire a trait à un réservoir d'énergie qui reçoit sa charge électrique au cours de sa fabrication. En général, ces cellules non rechargeables sont appelées piles. Une cellule secondaire est un réservoir d'énergie dont la charge électrique est renouvelable. La charge nécessite alors une autre source de tension, comme un alternateur dans le cas d'une voiture ou un chargeur. Ces cellules rechargeables sont appelées accumulateurs ou accus. Les piles, c'est-à-dire les cellules électrochimiques primaires, servent principalement à alimenter les petits appareils. Elles se déclinent en divers modèles au gré des applications. Les électrodes sont habituellement en zinc-carbone ou en manganèse alcalin. Les piles au lithium sont de plus en plus utilisées pour les appareils à forte consommation. L'oxyde d'argent trouve place dans des piles boutons durables destinés aux petits appareils à faible consommation. Il existe aussi de petits accus qui offrent une alternative rechargeable aux piles à format identique. On trouve par ailleurs de nombreux modèles spécifiques, notamment pour les appareils photo numériques. Les accus au cadmium-nickel sont très répandus. Les accus métal hydrure et lithium-ion sont destinés aux appareils à forte consommation. L'automobile utilise des accus particulièrement durables et performants, principalement des batteries au plomb, ainsi que des batteries AGM et gel sans entretien. Les électrodes mettent généralement en œuvre des combinaisons dioxyde de plomb et plomb pur ou alliage de plomb et plomb pur. Toutefois, les électrodes nickel-métal-hydrure, argent-cadmium et argent-zinc sont de plus en plus fréquentes avec le développement de nouvelles technologies. Dans l'automobile, on utilise principalement des batteries rechargeables. Bien qu'il s'agisse, au sens strict du terme, d'accumulateurs, on utilise, pour ce qui est des voitures, le terme de batterie de traction. Les batteries de traction comportent systématiquement plusieurs éléments galvaniques montés en série et rassemblés dans un bac. La technique la plus répandue consiste à utiliser des plaques de plomb pour les électrodes. Ces accus sont appelés batteries au plomb. L'élément galvanique se compose de plusieurs blocs de plaques montées en série. Ils sont totalement immergés dans une solution d'acide sulfurique qui fait office d'électrolyte pour les batteries au plomb. Le bloc de plaques rassemble des plaques à grille en plomb imbriquées les unes dans les autres pour former des faisceaux de plaques. La grille renforce la stabilité des plaques. La réaction électrochimique est issue de l'association entre du plomb pur et un alliage de plomb.
Les plaques en plomb pur constituent l'anode de l'accumulateur. Elles sont reliées électriquement par une barrette de jonction. La cathode se compose de plaques en dioxyde de plomb. Ces plaques sont elles aussi reliées par une barrette de jonction. Pour éviter tout court-circuit entre les plaques négatives et positives, celles-ci sont isolées les unes des autres par des séparateurs. Les plaques positives sont généralement intégrées dans des séparateurs à poche en plastique poreux résistants aux acides. L'association du plomb pur et du dioxyde de plomb au sein d'un bloc de plaques produit une différence de potentiel d'environ 2 volts. Une batterie de 12 volts contient donc 6 blocs de plaques montées en série. La tension est prélevée aux bornes de la batterie au plomb. Le faisceau de plaques négatives du premier bloc forme donc la borne négative. Le faisceau de plaques positives du dernier bloc fait office de borne positive. La borne positive présente un diamètre supérieur à la borne positive pour éviter toute interversion. Les batteries au plomb s'usent au fil de leur utilisation sous l'effet des processus électrochimiques inhérents au cycle de charge et de décharge. Lorsqu'une batterie au plomb arrive en fin de vie, les électrodes sont totalement transformées en sulfate de plomb. C'est ce que l'on appelle la sulfatation. Cliquez sur les boutons pour obtenir de plus amples informations sur la batterie au plomb. Les principales caractéristiques techniques d'une batterie de traction figurent sur sa plaque signalétique. Elles ont pour la plupart trait aux performances de la batterie et doivent impérativement être consultées avant tout remplacement. Les principaux paramètres sont la tension nominale, la capacité nominale et le courant d'essai au froid. La tension nominale correspond à la tension moyenne de la batterie. La tension réellement restituée diffère de cette valeur en fonction de l'état de charge et de l'usure de la batterie. La tension nominale des batteries de VP est de 12 volts. Pour les VU, elle est généralement de 24 volts. La capacité nominale désigne la quantité de charge disponible d'une batterie. Elle est exprimée en ampères-heure. Pour les batteries de VP, elle s'échelonne de 50 à 100 ampères-heure. Celle des batteries de VU est nettement plus élevée. Les batteries sont très sensibles aux variations de température. La puissance restituée est minimale lorsqu'il fait froid. Le courant d'essai au froid constitue le test de résistance d'une batterie. Il indique le courant qui peut être prélevé brièvement dans la batterie à une température de moins 18 degrés Celsius. Il existe divers procédés de détermination du courant au froid selon les normes UE et DIN. La plaque signalétique d'une batterie donne fréquemment d'autres informations telles que les données du fabricant, la technologie utilisée et les risques. Toutes les batteries de démarrage d'origine Volkswagen indiquent, à des fins de remplacement, la référence d'origine. Cliquez sur les boutons pour des informations plus détaillées. Les batteries de traction se composent de plusieurs éléments galvaniques qui représentent chacun un accu avec une tension de 2 volts. Le montage en série de 6 éléments galvaniques de ce type permet de porter la tension disponible à 12 volts. Si l'on monte en parallèle 2 batteries de tension identiques, le courant disponible augmente. On peut être tenté d'appliquer la loi de Kirchhoff sur le montage en série et en parallèle, comme pour tout composant électrique, mais il faut tenir compte de la loi d'Ohm qui dit notamment que même une batterie possède une résistance électrique. Pour mieux comprendre, nous allons prendre un schéma équivalent. La batterie est considérée comme un composant idéal avec 0 ohm, soit une pure source de tension. La résistance réelle de la batterie est alors appelée résistance parasite. La résistance interne de la batterie tient principalement à une infime résistance série RI. Ceci est plausible
puisque RI limite le flux de courant en cas de court-circuit, de manière qu'il n'augmente pas indéfiniment. Une batterie ne peut pas restituer plus que la charge qu'elle a emmagasinée. Une batterie de forte capacité peut restituer beaucoup de courant et sa résistance interne est très faible. En revanche, une batterie de faible capacité possède une résistance interne accrue. La résistance en parallèle RP joue aussi clairement un rôle. Cette résistance très élevée se répercute sur les processus internes à la batterie. C'est elle qui décharge la batterie au fil du temps, même en l'absence de consommateur accordé. La résistance interne d'une batterie a des incidences sur l'interconnexion de plusieurs batteries. Si l'on monte en série des batteries dont la capacité diffère, les résistances internes varient également d'une batterie à l'autre. C'est la batterie de moindre capacité qui présente la plus grande résistance interne et qui limite ainsi le flux de courant de l'ensemble. C'est pourquoi toutes les batteries montées en série doivent avoir la même capacité. En cas de montage en parallèle de batteries qui présentent des capacités ou des tensions différentes, il se produit un flux de courant entre les résistances internes des batteries. C'est pourquoi toutes les batteries montées en parallèle doivent présenter la même capacité et la même tension. Ces principes peuvent servir soit à obtenir une tension de bord de 24 volts avec deux batteries de 12 volts en série, soit à augmenter la capacité totale, moyennant un montage en parallèle. La batterie de traction est dédiée à l'alimentation électrique d'un véhicule en association avec l'alternateur. La batterie joue à cet égard plusieurs rôles. Lorsque le moteur est à l'arrêt, la batterie fait office de source de tension pour tous les composants qui sont alimentés en permanence, tels que l'horloge, l'autoradio, le verrouillage, l'alarme anti-vol et le feu de stationnement. La batterie est essentielle au démarrage du moteur. C'est elle qui fournit l'énergie nécessaire à la mise en marche, laquelle fait principalement appel au démarreur. Mais la batterie alimente également, à ce moment précis, d'autres appareils comme le calculateur du moteur ou la pompe à carburant. La batterie est donc fortement sollicitée lors de la phase de démarrage du moteur. Elle doit fournir plusieurs centaines d'ampères en un court laps de temps. Une fois que le moteur tourne, c'est l'alternateur qui prend la relève de l'alimentation électrique et qui charge la batterie. Il peut arriver que l'alternateur ne soit pas à même de fournir suffisamment de courant à l'ensemble de l'installation électrique lorsque le véhicule roule. Dans ce cas, c'est la batterie qui fournit l'appoint. Elle fait alors office de réservoir tampon. Les véhicules actuels bénéficient de mesures d'optimisation de l'alimentation électrique, comme les calculateurs de surveillance de la batterie et les régulateurs de tension. Le concept à double batterie constitue un progrès notable. Dans un réseau de bord à double batterie, le démarrage ne sollicite qu'une batterie. Une surveillance électronique de batterie optimise les interactions entre les deux batteries par le biais de deux relais de commutation. Une gestion intelligente de l'énergie est également envisageable, moyennant un calculateur dont la régulation est basée sur l'état de charge et d'autres facteurs, comme la température des batteries. Le concept à double batterie présente l'avantage de pouvoir démarrer le moteur même si la batterie du réseau de bord est déchargée. Les batteries se comportent comme des sources de tension idéales lorsque le courant prélevé n'est pas excessif. La tension reste alors constante et conforme à la valeur nominale. Il n'en va pas de même en cas de forte consommation de courant. La batterie se comporte alors comme un composant actif, c'est-à-dire que sa résistance interne varie en fonction du courant prélevé.
plus le courant prélevé augmente et plus la tension disponible baisse. C'est compréhensible puisque les porteurs de charge se détachent des électrodes de la batterie en cas de forte consommation, réduisant ainsi la tension disponible. Ce comportement est linéaire jusqu'à un certain seuil. Si le courant prélevé est très important, la tension de la batterie chute brutalement. C'est ce que l'on appelle le coup de fouet. Il est dû au processus chimique de régénération interne à la batterie. C'est la batterie de traction qui alimente le démarreur lorsque le moteur se met en marche. Cette forte consommation fait chuter temporairement la tension de la batterie. L'évolution du courant de la batterie au moment du démarrage peut être enregistrée avec le testeur VAS5051B en mode défilement. La mesure de l'intensité nécessite une pince ampère-métrique car les courants mis en œuvre peuvent s'élever à plusieurs centaines d'ampères. Ces pinces convertissent le champ magnétique d'un conducteur traversé par un courant en une tension proportionnelle et permettent donc de mesurer l'intensité sans contact. Pour relever cette tension proportionnelle à l'intensité, le VAS5051B doit être réglé sur la fonction oscilloscope à mémoire numérique en mode défilement. Initialisons la mesure et démarrons le moteur. La courbe d'intensité qui apparaît est typique de l'évolution du courant de la batterie au démarrage du moteur. La consommation augmente lorsque l'allumage est mis sous tension, puisque le démarreur est alors alimenté par la batterie, de même que tous les calculateurs requis. La mise en marche du démarreur s'accompagne d'une nette augmentation de la consommation électrique. Une fois le moteur en marche, il entraîne l'alternateur, lequel prend alors la relève de l'alimentation électrique du véhicule. Le courant ainsi produit sert à charger la batterie. Comme la courbe de courant est relevée au niveau de la batterie, le sens du tracé s'inverse. Le courant circule de l'alternateur vers la batterie. À partir de ce moment, la batterie n'est sollicitée qu'à l'occasion des pics de consommation électrique dans le véhicule. Notons au passage que la courbe qualitative de courant illustrée est fonction dans la pratique du modèle du véhicule ainsi que de l'équipement électrique. La charge de la batterie peut donc être différée si le véhicule dispose d'un équipement opulent avec système électronique de confort. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.